Vous écoutez l'affaire Clearstream, 8e partie. Les commissions du contrat des frégates s'élèvent donc à 750 millions de dollars. Plus de 4 milliards de francs. Un niveau jamais atteint jusque-là. J'ai entendu la première fois le mot de rétrocommission, je crois à propos des frégates de Taïwan. Pierre Péon, journaliste. La rétrocommission est disons, encore plus terrible et plus difficile encore à accepter que la commission elle-même, puisque ça veut dire que celui qui vend est au fond le plus corrompu, puisque non seulement il corrompt, ce qui est déjà un geste terrible de corrompre, mais il estime que le corrompu doit à son tour accepter de lui reverser l'argent, lui, le corrupteur. L'ampleur et la complexité des tractations avec la Chine et Taïwan alertent les services secrets français. La DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, envoie à Taïwan un de ses agents, Thierry Imbaud. Il doit surveiller les ventes d'armes et tout particulièrement le contrat des frégates. Le 31 août 1991, Taïwan achète officiellement 6 frégates Lafayette pour plus de 14 milliards de francs. La machine à corrompre est si juteuse que le montant du contrat va encore augmenter pour atteindre au final plus de 16 milliards de francs, dont près de 30% de commission. L'avenant qui formalise cette dernière augmentation est validé sous baladure par le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy. À chacune des négociations de ce contrat, le prix a augmenté. Nin Sang-keong, ancien vice-ministre de la Défense et membre du contrôle Wang. Et il y a eu 4 négociations. La raison pour laquelle le prix des frégates Lafayette a augmenté à plusieurs reprises, Paris Chang, ancien membre du Parlement taïwanais. c'était pour avoir l'argent nécessaire afin de payer, de soudoyer des responsables ici à Taïwan, en Chine, mais aussi en France. Ça a servi à corrompre, à distribuer de l'argent. En septembre 1993, une délégation d'officiers se rend à l'Orient pour suivre l'avancement des travaux. Le capitaine Yin, responsable des achats d'armement pour la marine taïwanaise, et Roger Sier, parlementaire, sont du voyage. J'ai fait partie de ceux qui ont fait le voyage au chantier naval de l'Orient pour observer la construction des frégates Lafayette. Roger Sier, ancien député et membre du contrôle Luan. Dans notre groupe, il y avait cet officier qui observait. Il était toujours un peu en retrait. C'était Yin Ching-feng, le capitaine Yin. Il posait beaucoup de questions aux ingénieurs et aux ouvriers. Il prenait des notes. Le responsable du groupe l'a remarqué. Il le regardait de travers. Il était en colère. Mon mari était un homme sérieux. Il a donc noté tout ce qu'il a constaté à l'Orient, en France. Li Mei Quenin, veuve du capitaine Yin. Il était spécialiste en armement et il est revenu soucieux. Il m'a parlé d'un de ses collaborateurs qui participait avec lui à ce voyage à l'Orient. Le capitaine Kuo. Avec ce capitaine, il semblait y avoir un problème. Mais il ne m'a pas précisé quel problème. Il s'est mis à surveiller Kuo. Il était très anxieux. Il devait se douter de quelque chose. Probablement qu'il y avait des histoires de corruption. Mais il ne m'a rien dit. Il était vraiment préoccupé par ce qu'il avait découvert à l'Orient.
Yin et la délégation rentrent à Taipei. Le capitaine Yin rédige un rapport pour sa hiérarchie et prend soin pour sa sécurité de réaliser des enregistrements audio qu'il cache dans son bureau. Enregistrements qui seront retrouvés démagnétisés. Les rapports, eux, ont tout simplement disparu. On l'a retrouvé là. Il était déjà mort. Là où il y a le pêcheur avec sa voiture, c'est l'endroit où on a jeté le corps en mer. Une fois le corps abandonné, il a flotté avec le courant jusqu'à l'autre côté de la baie. Il a flotté comme ça, de là-bas, jusqu'à l'autre côté. Le lendemain matin, le 10 décembre 1993, à 8 h, un pêcheur a découvert le corps. Mon mari ne m'a pas téléphoné pendant 2 jours, alors je l'ai appelé à son bureau. Et là, j'ai entendu la secrétaire dire à son chef « Est-ce qu'on doit lui dire ?» Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas compris. Alors j'ai demandé « Dites-moi ce qui se passe ». J'ai exigé qu'on me dise quel était le problème. La secrétaire m'a répondu « Votre mari est mort. On a trouvé son corps. » Les frégates étaient en construction. Et là, tout d'un coup, un mort. Nin Sang-keong, ancien vice-ministre de la Défense et membre du contrôle Wang. Le capitaine Yin, retrouvé dans la baie de Swao. Et là, à Taïwan, tout le monde se dit « Pourquoi il est mort ?» C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler des commissions et que le décès était lié à un énorme système de corruption. La mort du capitaine Yin déstabilise l'agent que la DGSE avait envoyé à Taïwan pour surveiller les ventes d'armes et les négociations des frégates. Thierry Imbaud se sent-il menacé ? Il quitte Taïwan, s'installe à Washington et démissionne de la DGSE. À Taïwan même, l'enquête remonte très vite à l'un des commanditaires du meurtre, le collègue et supérieur de Yin, le capitaine Kuo. Arrêté, il est jeté en prison pour corruption. Kuo pouvait sortir de prison il y a 5 ans, mais il n'a pas osé. Il pouvait, mais il n'a pas voulu, et il y est encore. Je lui ai rendu visite et je lui ai dit que dans sa condamnation, il y a des choses que je n'avais pas comprises, qu'il y avait peut-être des éléments injustes. Je lui ai proposé mon aide. Je lui ai dit, si vous voulez, je peux vous aider. Je lui ai rendu visite 3 fois et il m'a répondu, non, non, non. Voyez comme il a peur. S'il décide de sortir, quelque chose lui arrivera. On peut comprendre la peur du capitaine Kuo. L'enquête a prouvé ses liens avec Wang Changpu, l'intermédiaire de Thompson sur l'île. C'est par Wang Changpu que sont passées les commissions. Paris Chang, ancien membre du Parlement taïwanais. C'était un peu le Père Noël. Et il distribuait les commissions aux officiers. Et il est devenu très influent parce qu'il avait l'argent. Et l'argent parle. 3 jours après l'arrestation de Kuo, Wang quitte Taïwan. Il se réfugie d'abord aux États-Unis, mais recherché par Interpol, Wang redoute d'être extradé et décide donc de s'installer en Grande-Bretagne. Bon, d'accord. Wang Changpu s'est enfui. Tout le monde le sait. Mais de votre côté, en France, qui a trempé dans cette affaire ? Depuis des années maintenant, cette même question est lancée depuis Taïwan. S'il y eut commission, il y eut aussi rétrocommission.
de l'argent qui serait revenu en France. Mais qui aurait envie de porter plainte ? Qui, en France, aurait intérêt à ce qu'une instruction se penche sur ce dossier sulfureux ? Il faudra attendre 1994 et les règlements de compte entre dirigeants du groupe Elf pour que la juge Eva Joly découvre l'existence du réseau de corruption d'Alfred Sirven. C'est ainsi que Christine de Viejoncourt est apparue dans l'actualité et qu'a commencé le feuilleton de l'affaire Dumas. Mais l'enquête n'ira pas plus loin. Eva Joly mobilisera la juge Wiśniewski puis le juge Van Rymbeck pour l'aider, mais le dossier des frégates ne remontera pas plus haut. Et malheur à celui qui veut parler. À l'automne 2000, justement, un homme veut parler. C'est l'ex-agent de la DGSE à Taïwan, Thierry Imbaud. Il rentre en France et veut y installer sa famille. On lui conseille d'être discret, mais ça n'est pas comme cela qu'il voit les choses. Il prend contact avec un journaliste. Il a rendez-vous le 11 octobre, mais dans la nuit du 10, Thierry Imbaud tombe de chez lui, par la fenêtre du 4e étage, et s'écrase à plus de 4,50 m du mur. L'enquête conclut à un accident. Alors qu'il fermait les volets, à 2 heures du matin, toutes lumières éteintes, un grand coup de vent l'aurait emporté. Au printemps 2001, on croit qu'enfin l'enquête va pouvoir s'ouvrir. Le journaliste Denis Robert vient de publier son livre Révélation sur la chambre de compensation Clearstream. Une mission d'information parlementaire sur la lutte contre le blanchiment auditionne le journaliste. En mars 2001, un ancien banquier en poste à Taïwan au début des années 90 demande à être entendu par la mission parlementaire. Il s'appelle Joël Bucher. Il a participé pour la Société Générale au montage financier du contrat des frégates. Devant les députés, il décortique le montage financier du paiement des commissions des frégates de Taïwan. Dans le rapport de la mission, son témoignage fait l'effet d'une bombe. À la signature du contrat, des documents bancaires sont émis et Taïwan verse 4 milliards de francs. Sur cette somme, 2,5 milliards de francs de commission devaient normalement être retournés aux Taïwanais, conformément à la déclaration faite aux douanes. Or, il n'y a jamais eu 2,5 milliards de francs versés aux Taïwanais. Pourquoi ? Les Taïwanais ont calculé que l'argent revenu à Taïwan ne dépassait pas 800 millions de francs. La différence constituant ce que l'on appelle les rétrocommissions. 3 mois après ce témoignage capital, à Genève, le juge Pérodin est alerté par plusieurs banques de très importants mouvements financiers. Le juge bloque les comptes d'un certain Wang Changpu. Au total, plus de 920 millions de dollars, dont 520 proviendraient des commissions liées au contrat des frégates. Le juge suisse prévient à Paris Renaud Van Rymbeck, qui peut enfin lancer l'enquête sur les frégates de Taïwan. À l'automne 2003, on en est là de l'affaire des frégates et de l'enquête du juge Van Rymbeck, quand Imad Laoud commence à fabriquer ses faux listings Clearstream, ce qu'il dément, rappelons-le. Son but est de prouver à Jean-Louis Gergorin qu'il est parvenu à identifier un compte soi-disant attribué à Alain Gomez dans ses recherches de mouvements suspects sur le titre Lagardère. Une enquête demandée par Gergorin, convaincu que Jean-Luc Lagardère, son patron, a été assassiné. Et comme les seules morts suspectes connues dans les ventes d'armes françaises concernent l'affaire des frégates, Laoud va nourrir la paranoïa de son nouveau patron en accolant le nom de Gomez à celui de Wang Changpu. Philippe Rondeau me dit, moi j'y comprends rien, qui sont ces gens-là ? Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Et donc mon idée c'était, il faut le faire vérifier par la seule structure ayant les moyens techniques de le vérifier, c'est la direction technique de la DGSE. C'est-à-dire
Vérifier si, oui ou non, l'algorithme de pénétration de Laoud était réel et permettait effectivement d'aller voir dans Clearstream. Ce qui est terrible avec ces listings, c'est qu'ils ne peuvent pas être à moitié faux, ou tout était bidon, et on n'arrivait pas à l'imaginer, et ça veut dire que Laoud se payait de notre tête, mais ça c'est... Ou alors, si Laoud ne se paye pas de notre tête, on ne voit pas pourquoi ils auraient été faux. Là, c'est difficile parce que je sais que c'est faux. Imad Laoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Mais je confirme. Et je confirme à Rondeau. Je dis oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est-à-dire là, on se situe quand après la première alerte faite par Jean-Louis Gergorin à Philippe Rondeau, donc à l'automne 2003, où ce que vous me dites, c'est que le général Rondeau se tourne vers vous pour que vous confirmiez les informations que lui transmet Jean-Louis Gergorin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai dit oui. Bien plus tard, je dirais à Philippe Rondeau, il faut se méfier de l'interprétation paranoïaque qu'en fait Jean-Louis, etc. Mais à ce moment-là, je suis de mauvaise foi totale et oui, bien sûr. Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. C'est comme ça. Voilà, c'est, je pense, la faiblesse de l'être humain. À ce moment-là, c'est compliqué à expliquer. Je veux bien comprendre que sur le coup, vous lui confirmiez toutes ces informations sans trop savoir pourquoi vous le faites, tout en sachant fort bien que les informations seraient fausses. Vanessa Ratignier, journaliste. Mais en sortant de là, sont fausses. Ouais. Quand vous sortez de là et que vous vous dites, mais pourquoi je lui ai pas dit ce que je sais ? Pourquoi je lui ai pas dit que je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, que c'est pas vrai, que moi je le sens pas comme ça ? Parce que si vous le dites, finalement, il y a tout qui s'arrête. Si vous le dites, avec Jean-Louis Gergorin, quelque chose se brise. Ah ben, si je dis à Jean-Louis Gergorin que c'est bidonné et que je dis à Jean-Louis Gergorin, j'ai dit à Rondeau que c'est bidonné, oui, c'est fini. Là, il coupe tout. Il passe à un autre consultant. Vous savez, je pense qu'on va la refaire. Jean-Louis Gergorin croit dur comme fer détenir la preuve que tant de juges en France et à Taïwan cherchent depuis 10 ans. La preuve de l'existence d'un tentaculaire réseau de corruption impliquant l'élite française. Mais le général Rondeau refuse de mêler la DGSE à cette affaire. Jean-Louis Gergorin n'a plus qu'une issue, aller en parler à son grand ami, Dominique de Villepin. Vous venez d'écouter l'affaire Clearstream. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Manipulation, une histoire française est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami de Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Yami de Production, réalisée par Jean-Robert Vialet et écrite avec Pierre Péan, Vanessa Ratignier et Christophe Nick. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.